À l'époque, il n'y avait personne qui faisait du droit sur TikTok, tout le monde trouvait ça débile, c'est pour les gens qui veulent danser. Ils étaient jeunes comme moi, les gens qui étaient sur TikTok. Mon audimat, c'était justement des justiciables à qui on pense pas beaucoup et qui allaient devenir des futurs professionnels et qui allaient devenir un réseau intéressant et qui avaient besoin de connaître leurs droits, c'était des jeunes. Les mots simples pour des thématiques compliquées. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une double formation, droit, école de commerce, droit LLM, ou toujours possible d'intégrer des directions juridiques ou des cabinets d'avocats avec un master 2 classique? On est dans un marché qui est compliqué. Aujourd'hui, on est à la course à la surdiplomation. On fait un LLM à l'étranger, on passait le barreau new-yorkais, on passait le barreau français. La question c'est, vous entrez en compétition lorsque vous faites des entretiens. Et justement, pour ne pas être dépassé par ces nouvelles technologies, il est donc nécessaire pour les juristes et avocats de s'approprier ces nouvelles technologies où il est encore possible aujourd'hui de pouvoir exercer sans avoir à toucher à l'intelligence artificielle notamment. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'entrer sur le marché du travail sans connaître un minimum les outils de l'IA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la chaîne John Morgan. J'accompagne les étudiants de la licence au master pour obtenir une mention et aussi à viser les meilleurs masters. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée avec plusieurs facettes, Ifa. Ifa est passée par l'université Paris-Est-Créteil et aussi Paris-Nanterre. Et elle a également fréquenté et a été diplômée de HEC Paris, le master droit et management international. Et en parallèle de ses études, Ifa fait de la vulgarisation juridique à travers son compte Geomansis, qui regroupe à peu près une communauté de plus de 600 000 personnes aujourd'hui. Et donc voilà, Ifa, on est très ravis de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Je vais t'inviter à te présenter et ensuite je poursuivrai un peu plus en profondeur sur les différents éléments de ton parcours. Merci beaucoup, John Morgan, de m'inviter sur ta chaîne. Je suis ravie d'être là avec vous pour échanger autour de ce podcast. Je suis Ifa de Geomansis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Effectivement, comme le disait John Morgan, je fais la vulgarisation juridique sur mes réseaux sociaux, à destination particulièrement des étudiants, des personnes et des justiciables qui ne connaissent pas leurs droits. L'objectif étant de transmettre le droit d'une manière plus ludique, plus accessible, parce que le droit est pour tous et à tous. Très bien, merci beaucoup pour cette belle présentation. On va donc commencer par évoquer différents éléments de ton parcours. Donc d'abord partons du commencement. Pourquoi tu as décidé de faire du droit après le lycée ? C'est une bonne question. J'ai commencé à faire du droit à la suite de mon baccalauréat. J'ai eu un baccalauréat littéraire à l'époque. À l'époque, ouais. Quand ça existait. Avec une option cinéma. En fait, moi, dans ma famille, il n'y a pas d'avocat ou de professionnel de droit. Et j'avais envie et besoin d'avoir un impact dans la vie des gens. J'avais besoin de faire un métier où je pouvais travailler avec les gens, où je pouvais gagner suffisamment d'argent, mais où aussi je pourrais laisser une trace et où mon rôle avait... voilà, j'avais une place à jouer, un rôle à jouer. Et en fait, en enlevant les métiers du médical, parce que j'étais pas du tout bonne en matière scientifique. Mais c'est pour ça que tu étais en L. Exactement. C'est aussi parce que j'aimais beaucoup les langues. J'avais du coup 10 heures de langue à l'époque. Donc c'était top. Enfin, plus de 10 heures, une option en plus. Donc, j'ai choisi de me diriger vers le droit. J'avais envie de garder cette multidisciplinarité et le droit, ça me pouvait m'ouvrir plein de portes. Et j'avais la chance d'avoir un métier qui pouvait me conduire à un métier, en tout cas, où je pourrais avoir un impact dans la vie des gens, où je pourrais gagner suffisamment d'argent et où je pourrais parler, parce que j'adore parler. D'accord, donc c'était parfait compromis. Exactement. Très bien. Donc tu rentres à Paris-Est-Créteil, dit UPEC. Oui. Comment se passent tes premières années ? Est-ce que tu étais automatiquement, directement, instantanément à l'aise avec les matières juridiques ou il a fallu quand même un temps d'adaptation ? Parce que je sais que les premières années, les premiers mois, les premières semaines peuvent être assez compliquées quand on est étudiant en droit, surtout que c'est des matières qu'on ne voit pas du tout au lycée. Donc, comment s'est passé tes premières années ? Donc, mes premières années, je dirais que c'était ambivalent. J'ai raté ma première année de droit. Mais j'avais pas de problème de compréhension des cours. Quand il fallait réciter par cœur, j'étais très bonne. La problématique, c'était la méthodologie de droit. J'ai mis du temps à comprendre la méthodologie juridique. J'ai refait ma première année de droit. Et quand j'ai compris cette méthodologie, tout s'est bien passé. Au final, j'ai validé avec mention ma licence. J'ai fait un Erasmus en troisième année de droit au Portugal. On en parlera sûrement après, qui m'a beaucoup plu.
J'ai beaucoup aimé le droit. J'ai beaucoup aimé toutes les matières qu'il y avait. J'ai beaucoup aimé le fonctionnement de la fac. J'avais besoin d'être libre, de pas seulement de venir en cours, mais de mon emploi du temps. Et la fac, ça donne cette opportunité-là, le temps de construire d'autres choses. La fac de droit, la première année, effectivement, quand on est encore en train de chercher son organisation, c'est voilà, il y a une certaine rigueur, etc. Mais une fois qu'on a compris comment s'organiser, et surtout qu'on a besoin de... Moi, j'avais besoin de travailler à côté de mes études, j'avais pas le choix. Ouais. Et ben, ça se passe très bien. Et une fois que j'ai eu passé cette première année, qui était compliquée pour moi, ça s'est bien passé. J'ai beaucoup aimé, des matières que j'ai plus aimées que d'autres, d'ailleurs. Et voilà, ça s'est C'est- bien passé. Il y a un aspect intéressant que tu as évoqué sur le point sur la liberté à la faculté, parce que il y a aussi énormément de personnes qui voient ça plutôt comme une contrainte, Mm. puisqu'ils ont plutôt besoin d'encadrement. Et toi, tu vois plutôt ça comme quelque chose de positif, d'être libre de venir en cours ou pas, Mm. de s'organiser selon son propre profil. Est-ce que tu penses que la fac de droit n'est pas faite pour tout le monde à cause de cet excès de liberté parfois? Mm. C'est une bonne question. En réalité, je pense qu'effectivement, la fac de droit n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin, à la sortie du lycée, d'avoir un encadrement parce qu'ils ont besoin d'avoir des contraintes et des limites qui sont posées par le corps académique. Moi, je cherchais à être libre. J'avais besoin de me consacrer à autre chose que mes études. J'adore mes études, j'adore étudier, j'adore apprendre, mais j'adore plein d'autres choses. Hum. Et en droit, c'est très important de construire un réseau. La fac, ça me donnait le temps de me construire ailleurs. Et moi, je suis quelqu'un qui est pratique, donc j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de comprendre hors académique ce à quoi le droit pouvait ressembler, comment il était malléable, comment je pouvais jongler avec, comment je pouvais me construire avec. Et la fac de droit m'a permis d'avoir la disponibilité nécessaire pour faire un job étudiant et pour faire des stages à côté. Et cette disponibilité-là, on ne la retrouve pas forcément dans tous les formats d'études et tous les parcours. La fac de droit me le permettait et j'avais la liberté de, si je désirais de ne pas venir à un cours magistral d'une petite matière parce que x, y raison, parce que j'avais plus important peut-être, Hum. de ne pas y aller et ça allait très bien. Ok, Donc oui, pour moi c'est un avantage oui. pour certains et un gros inconvénient pour d'autres. Je suis tout à fait d'accord avec ça et la fac de droit effectivement n'est pas un format qui convient à tout le monde. En tout cas les premières années post-bac. Une fois qu'on a trouvé son rythme, on sait comment s'organiser et se contraindre. Et pour beaucoup d'étudiants, une fois qu'on a passé les premières années, ça se passe très bien. Mais effectivement, en sortie de bac, suivant l'encadrement qu'on a eu avant, Hum. voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Euh, pour tous les étudiants donc, qui sont en période d'examen, qui vont expérimenter leur premier galop d'essai, leur premier partiel, tu as dit que tu avais fini donc avec une mention, ta licence. Est-ce que tu aurais donc des conseils à donner auprès des étudiants donc, qui sont dans ces périodes d'examen-là, comment pouvoir réussir ces examens, comment pouvoir obtenir une mention? Est-ce que tu aurais une méthode de travail particulière à partager? En fait, vous donner une solution clé qui est valable pour tous, ça fonctionne pas. Je ne peux pas vous donner une solution magique qui va fonctionner nécessairement pour tout le monde. Il y a plein de méthodes, d'outils qu'on peut vous donner, mais c'est à vous de les utiliser, de les saisir et de les adapter en fonction de votre typologie de mémoire, votre emploi du temps, votre capacité d'emmagasinement pour X ou Y matière, et aussi votre capacité de compréhension soit de la discipline que vous cherchez à travailler, soit du cours en question. Par exemple, j'aimais pas le droit administratif, mais j'étais très bonne en droit administratif. C'était une matière que je pouvais me permettre d'apprendre par cœur. Et c'est un fonctionnement qui me va très bien parce que j'ai une très bonne mémoire. À court terme, en tout cas, j'ai une très bonne mémoire. Et donc, ça fonctionnait très bien. J'ai validé cette matière avec 16,5. Enfin, c'est une matière qu'on valide Ah ouais, pas avec des c'est très bons rare. résultats. Oui. Pareil, des schémas en civil qui ne plaisent pas. Pareil, j'ai validé la matière à 16. Enfin voilà, il y a des choses pour lesquelles j'avais une appétence et une bonne capacité. Et pour autant, c'est pas forcément la matière qui me plaisait davantage sur le fond. Mhm. Mais le travail de cette matière-là me plaisait bien. Donc ce qu'il faut se poser comme question pour moi, et le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est comprendre quels sont nos points forts et nos points faibles dans notre manière de travailler, dans notre manière d'apprendre et dans notre manière après de gérer le stress lors de l'examen. Ensuite, comprendre nos points d'intérêt. Un point d'intérêt ne veut pas dire une matière où on va forcément être bon. Et ça veut dire aussi se donner la capacité, pour les matières où on n'est pas bon,
mais où on a beaucoup d'intérêt, prendre le temps de les travailler et vice-versa, quand même s'obliger à faire des matières que l'on n'aime pas pendant le travail des matières qu'on aime bien pour varier entre choses qu'on n'aime pas et qu'on aime bien. Et pour finir, pour la mention, pour moi, il faut bien travailler ses travaux dirigés. C'est un peu une solution bateau que je donne, mais de manière générale, si on n'a pas des bons résultats en travaux dirigés, qu'importe comment on se sent en partiel, hein, on est sur un fil. Il faut gérer son travaux dirigés, ses travaux dirigés, participer le plus possible. Et pour moi, ça aide beaucoup. Et Donc, c'est des points faciles aussi à obtenir. Voilà, exactement. Des points à obtenir peut-être plus facilement, Mm. peut-être moins facilement hein, pour certains travaux dirigés, suivant les appétences de chacun. Parce que c'est vrai qu'il y a des chargés de travaux dirigés qui sont plutôt stricts ou qui ont un système de notation, un système de fonctionnement qui est compliqué. Mais il faut bien comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Et donc, à quoi on va nous attendre, sur quoi on va nous attendre lors de l'examen. Ok. Et si on ne comprend pas où est-ce qu'on va aller à l'examen, si c'est un cas pratique, si c'est de la récitation pure et dure, si ce prof il a plutôt tendance à mettre telle ou telle question, de ne pas faire des annales, etc. Sauf si on a vraiment beaucoup de chance ou qu'on est très très bon dans la matière, c'est vrai que ça va être compliqué. D'accord, très bien. Merci Voilà. beaucoup, une réponse très complète. Pour toutes les personnes donc, qui souhaitent aller plus loin, obtenir les meilleures notes possibles, obtenir une mention, n'hésitez pas à prendre un appel. Il y a un lien qui se trouve dans la description. Ce sera un appel où on vous donnera toute la stratégie nécessaire et aussi adaptée à votre profil pour obtenir les meilleures notes. Donc, à la suite, donc, toujours dans le cadre de ta licence, tu décides de partir au Portugal, donc dans le cadre de l'Erasmus. Donc pourquoi le Portugal? Parce que c'est pas forcément une destination très classique quand on fait du droit. Et aussi, donc déjà, parle-nous de cette expérience-là au Portugal. Et est-ce que tu n'as pas vu cette expérience internationale comme pénalisante dans ton cursus, puisque ce n'est pas tous les professeurs de droit et tous les masters qui sont très friands des départs à l'étranger, puisqu'ils considèrent que le fait de partir un semestre ou 2 semestres à l'étranger, ça peut créer peut-être une certaine carence auprès de certains étudiants qui n'auront pas vu une grande partie du programme en droit français. Donc, comment tu t'es décidé à partir au Portugal? Bon, c'est une bonne question. À nouveau, effectivement, pourquoi est-ce que j'ai décidé donc pour la destination et pourquoi Erasmus? Déjà, moi, j'ai postulé en Erasmus à la sortie d'un Covid. Enfin, à la sortie de beaucoup de choses qui avaient été compliquées pour moi pendant le Covid, avec mes travails, etc., j'en pouvais plus. J'en pouvais plus du système français, j'en pouvais plus de mes stages, de la vie que j'avais en France, etc. J'avais besoin de changer d'environnement, j'avais besoin de changer de l'entourage, j'avais besoin de comprendre le droit d'une autre manière et pas seulement sous le prisme de la compréhension française et même de manière générale du système académique français. J'avais besoin d'autre chose. Donc ça, c'est pour mon départ en Erasmus. J'ai pas réfléchi aussi profondément à la destination que ça. Tu J'ai voulais fait juste part... partir? Déjà, je voulais partir, ça, c'était la première chose, ça, c'était sûr que je voulais partir. Mais pourquoi le Portugal? Parce que j'ai fait par élimination. Donc Ok. ma réflexion n'a pas été oui, alors au Portugal, il y a telle chose ou tel endroit que je voudrais aller spécifiquement, il faut que je choisisse une destination qui veut dire ça, etc. Je fais par élimination. Je supporte pas le froid. J'ai besoin que ce soit un endroit qui est facilement accessible en avion au cas où je voudrais revenir en France tranquillement et une destination pas trop chère. Et j'ai besoin d'un endroit qui serait près de la mer. Voilà. Donc, par exclusion, le Portugal est vite arrivé. La fac de droit au Portugal est une très bonne fac. J'ai fait du droit du numérique aussi, même si mon cours au droit du numérique dans cette université ne s'est pas très bien passé parce que le prof, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. On est obligé d'en parler. Mais, mais par contre, effectivement, c'était très intéressant. J'ai fait un stage de 6 mois là-bas. J'ai vécu en coloc avec 8 autres personnes. C'était génial. C'était génial. Vraiment, ma vie au Portugal est géniale. J'ai appris énormément. Je suis revenue ressourcée. À l'époque, j'étais partie en congé sans solde de mon CDI. Et je suis revenue, j'ai rattrapé mon CDI. Enfin voilà, je suis revenue ressourcer de cette expérience en Erasmus. C'était génial. Sur la sélection, donc moi, je choisissais de faire un master en droit du numérique, dont on va discuter après. Le master en droit du numérique, c'est un master qui est quand même international. Une discipline qui permet quand même d'avoir une vision à l'étranger. Le droit du numérique n'est pas seulement purement français, franco-français.
Donc, c'est un master qui me laissait quand même l'opportunité un peu plus d'une ouverture internationale. Et puis, en fait, c'était pas au choix. Ok. Moi, je me suis pas dit est-ce que ça va me fermer et combien de portes ça allait me fermer. J'avais besoin d'aller en Erasmus. Et j'étais prête à aller après, par exemple, en master en droit international, si c'était les seuls masters qui pouvaient valoriser mon parcours. Et pour moi, en tout cas, le master de Nanterre, c'est un master qui valorise beaucoup les étudiants avec des parcours qui sont intéressants, professionnels différents, etc. Et j'avais fait beaucoup de stages pendant ma licence. Je sais, c'était mon 6e. Quand je suis partie au Portugal, c'était mon 5e ou mon 6e stage de licence. Enfin, c'était génial. Franchement, j'ai pas d'autres mots pour décrire et ça a l'air un peu stupide comme ça, mais vraiment, j'ai adoré mon expérience au Portugal. Et si j'avais pu rester plus longtemps, je serais Tu restée plus serais resté plus longtemps. longtemps? Ok. Mais j'ai vraiment beaucoup appris sur moi, sur ma Mhm. manière de travailler, sur le système français académique, où il y a beaucoup de choses à redire, je pense, sur la fac de droit française, et le système académique, sur mes opportunités professionnelles. Je parlais pas un mot de portugais. Tous les endroits où j'ai postulé pour faire un stage au Portugal, j'ai été prise. Ok. J'avais même pas fait un entretien. J'étais prise direct parce que ah oui, vous êtes une internationale. Ah oui, vous parlez français, anglais. OK, pourquoi pas. Ça sera peut-être pas un stage rémunéré évidemment parce que voilà, mais venez C'est si vous déjà voulez. quelque chose. Oui, oui. On m'a dit oui partout, Ok. partout. C'est ce qui est moins évident en France. Donc non, mais c'est pour dire que le fonctionnement est différent ailleurs et que si un fonctionnement n'est pas la vérité dans tous les systèmes académiques et éducatifs notamment en Union européenne. Donc il y a plein d'autres visions de voir le droit, même la vie étudiante. Moi, j'avais jamais eu une vie étudiante. J'ai toujours dû travailler énormément à côté de mes études, j'avais plein de trucs à faire tout le temps. Là, j'étais tranquille, il faisait beau, j'allais à la mer avec mes potes Erasmus, après j'allais à mon stage, et puis après j'avais des rendus. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui fonctionnaient différemment. Une vie bien C'était remplie. waouh, c'était Et, trop bien. et avec le recul, en revenant en France, est-ce Mm. que tu as pu voir cette expérience-là au Portugal comme un avantage, que ce soit dans tes candidatures de master ou que ce soit aussi pour tes candidatures de stage? Mm. Je sais pas si ça a été un avantage et un inconvénient, parce que jamais de manière directe on m'a dit on vous a pas pris ou on vous a pris parce que vous avez fait ça ou ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai eu ma licence avec mention parce que je suis partie au Portugal aussi. Parce que j'ai validé ce semestre-là à 15,5 ou 16, je sais plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet à l'époque où j'avais mes notes devant les yeux. J'avoue que je me souviens plus de tout le détail de mes notes à l'époque, mais On les j'en avais reverra dans cette parlé. vidéo-là. Et quand je suis revenue d'Erasmus et quand j'ai postulé pour entre la L3 et le M1, j'ai fait également des vidéos sur YouTube pour Ok. parler de les refus que j'avais reçus, pourquoi, etc. Je pense que évidemment, ça m'a dévalorisé dans certains masters, c'est Mm. certain. On l'a jamais dit de manière directe. J'ai jamais eu un écrit en me disant bonjour, on vous a pas pris parce que voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, ça a eu des conséquences positives sur mon schéma professionnel et mon schéma individuel. Et donc, comme j'ai mieux vécu ma vie académique quand je suis revenue, j'ai validé mes matières avec des meilleures notes. J'ai eu l'opportunité, je me suis ouvert à d'autres disciplines, d'autres matières. Et j'ai eu l'opportunité, effectivement, de faire des stages en droit du numérique. Mm. Je pense que je suis rentrée plus facilement dans un groupe international. À l'époque, j'avais fait L'Oréal pour un stage l'été en droit du numérique aussi, peut-être, grâce à ce stage-là. Mm. Et grâce à mon expérience au Portugal, j'ai pas de enfin, j'ai pas d'exemple ou de preuve concrète que c'est ça qui m'a changé Mhm. au niveau de mon parcours professionnel et académique. Mais par contre, personnellement et individuellement, je sais que mon mindset et la manière que j'ai travaillé, etc., a évolué au Portugal. Et ça s'est vu par la suite. Oui, c'est des points importants aussi à relever parce que dans les études, il y a pas que les études, il Mm, y a aussi le fait de grandir en tant que personne. mm, Et le fait de partir à l'étranger, c'est, je pense, le meilleur moyen pour grandir, puisqu'on apprend à se connaître soi-même aussi, mm, et on gagne énormément aussi en maturité. Et ça nous permet de savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. mm. Ça peut même mieux définir notre projet professionnel. Donc, je pense que partir à l'étranger, c'est aussi un bon investissement sur le long terme, Tout à fait. et très long terme. Je pense que effectivement, la question mérite d'être posée Mm. de où est-ce qu'on a envie d'aller, est-ce que c'est un master qui est international ou pas international, quelle matière il y a, est-ce que le, ma- le semestre que je fais ou les 2 semestres que je fais à l'étranger ont des matières qui auront une bonne équivalence française, qui pourront être valorisées, est-ce que c'est une faculté qui note bien ses étudiants, est-ce que je pourrais avoir des stages à côté, enfin voilà, je pense qu'il y a un ensemble de questions qu'il faut se poser.
je pense qu'aussi, il faut arrêter de se prendre la tête Mm. parce que la sélection et la notation est beaucoup plus subjective à beaucoup de moments. Et donc, si on se concentre uniquement sur est-ce que ça c'est bon ou pas, on va beaucoup réfléchir et peu faire. Mm. Au bout d'un moment, il faut faire des choses, il faut faire des actions. Bien sûr, à des endroits, ça sera valorisé. Bien sûr, à d'autres endroits, ça sera vu comme un inconvénient, évidemment. Oui, non, on peut pas satisfaire tout le monde. Exactement. Faut satisfaire soi. Et la question, c'est est-ce que vous, ça va vous manquer par la suite? Est-ce que vous aurez l'opportunité de repartir à l'étranger? Enfin, on va pas laisser passer cette opportunité-là quand on a la possibilité d'être pris et d'être accepté en Erasmus, par exemple, ou de faire un stage Erasmus. Ça pourrait être un stage Erasmus sans que ce Oui, soit c'est un vrai. semestre en C'est Erasmus, totalement possible. Oui. ou une césure et tout. Je sais qu'il y a des masters qui me permettent ça et tout. Par exemple, des étudiants en Sciences Po, entre le M1 et le M2 qui font du droit aussi, qui partent à l'étranger. Enfin bref. Il y a ces possibilités-là. Il faut peser les pour et les contre, mais il faut aussi voir est-ce que moi, individuellement, ça va me risquer de perdre une opportunité individuelle et humaine, oui ou non. Et si pour nous, on a l'impression qu'on va perdre quelque chose plus qu'autre chose, faut y aller. Enfin, je pense qu'il faut aussi, voilà, faut aussi se prendre en main et faire un choix au regard de la personne qu'on est. Ok, c'est noté. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Maintenant, on va passer à ton expérience de master. Donc, tu fais du droit du numérique à Nanterre. Mm. Pourquoi le droit du numérique et quel type de profil on retrouve généralement dans le droit du numérique? Est-ce qu'il faut forcément être passionné par les nouvelles technologies? Est-ce qu'il faut être geek pour pouvoir faire du droit du numérique ou absolument pas? Alors, sur la première question, pourquoi est-ce que j'ai choisi le droit du numérique? Moi, j'avais besoin d'une discipline en droit qui me permettait de grandir avec la discipline. Donc, j'avais besoin d'un domaine qui était encore en construction pour pouvoir faire de la légistique, pour pouvoir me poser des questions qui n'ont jamais été posées avant, pour pouvoir avoir un marché qui est totalement ouvert et qui sera peut-être beaucoup plus à mon image. J'avais besoin d'avoir une variété. J'avais besoin d'une discipline aussi qui mêle pas uniquement les professionnels de droit ensemble, mais qui est un apporteur de business et qui est aussi une question sur oui, d'autres secteurs que le droit, purement de droit. J'avais envie de rencontrer d'autres gens. J'avais envie de voir que le droit, c'était un outil et pas une finalité. Et c'est vrai que dans ce domaine qui était en expansion et qui est en considération, qui a un marché beaucoup plus ouvert, qui est en train de grandir, où il y a des nouvelles questions éthiques, etc., qui se posent, blockchain, j'avais la possibilité de grandir. Et donc, pour moi, c'était très important. J'avais besoin que ce soit un domaine qui était beaucoup moins figé, qui soit beaucoup moins figé, parce que je suis quelqu'un qui est très en mouvement. Et c'est vrai que le droit du numérique m'offrait cette possibilité-là. Et je suis quelqu'un qui est effectivement intéressé par plein de choses dans le droit du numérique, mais je ne suis pas une geek. Mhm. Je ne sais pas si on peut se définir comme ça, tant tel, mais je suis pas une passionnée de jeux vidéo. Je suis très intéressée par l'animation, etc. Enfin, j'ai plein de points d'intérêt liés au numérique quelque part, mais je me définirai pas comme geek. Je pense qu'il n'y a pas forcément un profil type en droit du numérique. Il y a des... En fait, le droit du numérique, enfin, c'est très large comme discipline. Est-ce C'est que comme... d'ailleurs j'aurais dû poser la question avant, mais qu'est-ce que le droit du numérique en réalité? Il Ouais, fallait commencer par ça. eh bien, c'est une bonne question à poser parce qu'effectivement, quand on dit droit du numérique, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Oui. Le droit du numérique, donc, le droit du numérique, ça recouvre beaucoup de domaines en lien avec le numérique. Il y a le droit public du numérique, le droit privé du numérique. Le droit public du numérique, c'est le questionnement autour de l'implantation numérique et l'accessibilité numérique dans le domaine public pour les citoyens et les justiciables. On retrouve donc tout ce qui est, par exemple, la passation sur des terrains privés, enfin, le droit de passage sur des terrains privés et ou publics pour la mise à disposition d'outils qui vont permettre de rendre disponible le numérique. La 4G, la 5G, donc tout ce qui est les antennes, tout ce qui est sur le territoire, l'implantation du numérique. Et il y a aussi toute la partie droit du numérique public, donc accessibilité en ligne, de systèmes et ou de démarches obligatoirement en ligne aujourd'hui publiques, par exemple vos impôts, etc. Et les sites internet, comment est-ce que eux sont accessibles numériquement à des personnes qui, par exemple, sont porteurs d'un handicap
ou qui ont des problèmes de lisibilité parce que c'est pas des personnes françaises, etc. Et donc qui parlent pas français. Et donc comment est-ce qu'ils lisent le site? Voilà. Et toute cette question-là de la construction numérique d'un site public et du domaine public, donc en ligne et sur le territoire français, physique et non physique, donc territoire numérique. Et après, il y a le droit privé du numérique. Le droit privé du numérique, on en entend beaucoup parler, on entend parler souvent de l'IA, de la protection des données personnelles, tout ce qui est droit privé, donc votre droit à droit à l'accessibilité, je vais pas le mentionner là parce que sinon on va mélanger un petit peu, beaucoup de choses. mais liberté d'expression par exemple, et comment ces droits-là qui sont non physiques mais qui sont traduits dans le droit, dans le domaine civil, pénal, etc., ont une traduction sur le numérique. Donc comment est-ce que ces droits-là numériquement sont protégés? Et voilà, on a tout ce qui est éthique de l'IA, donc tout ce qui est la privatisation aussi, donc l'exploitation du numérique par les entreprises, et ou la traduction de besoins avec le numérique. Donc, par exemple, l'euro numérique, la blockchain, tout ce qui est voilà, protection des individus en ligne, notamment. Donc, on a tout ce qui est cyberharcèlement, enfin, voilà, tout ce qui est les infractions liées au numérique aussi, donc droit pénal du numérique. Mhm. Donc, le domaine est très Très large, large, il y a hein. beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses, et c'est ça qui est hyper intéressant. J'ai fait du droit pénal, j'ai fait du droit civil, j'ai fait de la propriété intellectuelle beaucoup, parce que le master à Nanterre, c'est un master qui s'appelle droit du numérique, mais l'une des majeures qu'on fait beaucoup, c'est du droit de la propriété intellectuelle. On fait du droit d'auteur, du droit des brevets aussi. Bon, aussi, propriété industrielle et propriété intellectuelle, si on résume. Et aussi de la blockchain, de l'IA, de l'éthique. C'est des matières qu'on retrouve très peu à la fac, c'est vrai, et c'est une vraie chance. Et ça, c'était une possibilité, notamment liée au numérique, de toucher à tout. En fait, je retrouvais du droit, je fais du droit de la concurrence aussi, du droit de l'économie, enfin voilà. J'avais la possibilité d'avoir plein de domaines du droit, plein de sujets du droit, Mhm. mais en lien avec le numérique. C'est Voilà. intéressant ce que tu dis parce que quand on pense au master dans le numérique, moi le premier, quand je préparais la sélection, on se disait que aller dans un master en droit du numérique, c'est un master qu'on considérait comme très niché Mm. et qui pourrait nous fermer beaucoup de portes aussi. Mm. Mais à t'entendre, en fait, c'est une formation qui permet de toucher à d'autres éléments du droit. Donc Bien ça, c'est sûr. assez intéressant. Tout à fait. Mm. Tout à fait, et ça ouvre à plein de métiers aussi. Et Mhm. ça c'est hyper intéressant. Autant des métiers en droit public, autant des métiers en protection des données, etc. Autant des métiers liés à l'informatique, mais plutôt côté juridique, mais l'informatique, donc Mm. cybersécurité. Des concours, notamment pour être policier, ou enfin voilà, c'est pas ça le terme, parce que c'est beaucoup plus haut le grade quand vous êtes en master Mm. pour les concours, mais ça vous ouvre aussi au concours. Vous avez aussi vous préparer à la procédure pénale, parce qu'on a beaucoup de métiers en pénal aussi, quand même, en droit du numérique, parce qu'il y a beaucoup d'infractions numériques aujourd'hui, et de plus en plus, et certaines infractions qui ne sont nées qu'avec le numérique. On pense à la slapping par exemple, le fait de filmer quelqu'un qui, par exemple, se fait harceler et le poster en ligne pour faire de la visibilité. Enfin bref, il y a d'autres infractions qui sont nées avec le numérique qui sont hyper intéressantes. Ok, Et donc, oui, effectivement, c'est très large. très bien. C'est très large. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est mal connu et qui est vu encore comme une spécialité, parce qu'on a l'impression que le droit du numérique, c'est une spécificité, Ouais, alors que ça a l'air très niché, alors que pas c'est du tout. une généralité. C'est comme quand on dit droit pénal ou quand on dit droit public. Ça veut tout et rien dire à la fois. Mm. Enfin, ça englobe beaucoup de choses. Ok, très bien, merci beaucoup. Quand on pense au droit du numérique, surtout aujourd'hui, on pense aussi à l'intelligence artificielle. Mm. Est-ce que tu penses que tous les outils liés à l'intelligence artificielle sont ou seront capables un jour de remplacer les différents métiers du droit, juristes, avocats et autres, ou c'est plutôt quelque chose qui relève plutôt du mythe? Alors, c'est très subjectif, mais de mon point de vue, il y a des choses qui sont remplaçables et d'autres qui ne sont pas remplaçables par l'IA. Les choses qui sont remplaçables par l'IA aujourd'hui et qui sont déjà remplacées par l'IA, c'est les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, ou les tâches qui sont purement de recherche. Est-ce que A est égal dans X? Oui.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA qui peuvent traduire ce besoin-là, qui sont des tâches effectivement très supplétives dans le droit, qui sont nécessaires pour la construction d'un cas juridique ou d'un dossier, traiter un dossier, mais qui n'apportent pas de valeur ajoutée et surtout qui prennent du temps. Donc l'IA va remplacer certaines tâches qui nous prenaient du temps pour les rendre davantage rapides, des fois même plus efficaces, et glaner un plus grand scope, par exemple, d'information ou de jurisprudence, etc. Ça, c'est sûr. Par contre, il y a une chose que l'IA ne remplace pas aujourd'hui, et je pense qu'il sera très difficilement remplaçable, c'est la qualité humaine. Et donc ça, aujourd'hui, l'IA n'a pas une responsabilité propre. Donc quand une IA vous donne une mauvaise réponse, vous pouvez vous retourner contre vous-même parce que vous n'avez pas checké la réponse. Un professionnel de droit qui ne s'en tient, et d'ailleurs on l'a vu dans la jurisprudence notamment américaine, qui ne s'en tient qu'à de la recherche de l'IA, qui ne check pas l'information de l'IA, ne peut pas se retourner sur l'IA en disant tout simplement « Oui, mais l'IA m'a dit une mauvaise réponse ». Non, l'IA donne des mauvaises réponses à des biais algorithmiques et à des hallucinations, fait des hallucinations. Aujourd'hui, au niveau de la responsabilité, et le client se retourne. Contre qui il se retourne? Il se retourne contre vous, en tant que personne. Donc, en tant que personne professionnelle, évidemment, en tant que professionnel. Parce que vous n'avez pas accompagné Enfin, vous n'avez pas fait votre travail. Aujourd'hui, la responsabilité, elle est encore portée par les humains. Et tant qu'elle est portée par les humains et qu'elle n'est pas déléguée à une IA, la partie responsabilité, en tout cas propre, sera toujours prise par l'humain. On aura toujours besoin d'un avocat physique parce que c'est lui qui va prendre la responsabilité. Ensuite, il y a la partie relationnelle humaine. Bien sûr que certaines choses, si elles nous coûtent moins cher, on est d'accord de les déléguer avec l'IA. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on se voit parler à un robot qui va traiter notre demande et ne pas prendre en considération toute la partie humaine et la fragilité du lien humain et la spécificité du lien humain dans sa prise de décision? Par exemple, aujourd'hui, un avocat au prétoire, par exemple, connaît, parce qu'il plaide toujours au même endroit, connaît tel ou tel juge. Voilà. Il le connaît peut-être pas personnellement, même si, quoique dans certains cas, si, mais il connaît la sensibilité de ce juge-là à tel ou tel raisonnement juridique ou telle manière d'amener le raisonnement juridique ou de plaider, etc. Cette sensibilité-là humaine et cette perception-là humaine de tous les petits détails et de tous les attraits individuels, humains, sont des choses que ne peuvent qu'apporter l'humain. Une IA ne peut lire l'information que si on lui a donné. Elle l'invente pas. On appelle ça une intelligence artificielle, mais en fait, c'est un lecteur artificiel. Donc c'est que à partir d'une base de données. En liant plusieurs données ensemble, il peut donner une conclusion, mais une conclusion qu'avec une base de données qu'on lui a transmise. Et par rapport à cette innovation-là, cette traduction-là et cette sensibilité-là, elle est encore humaine aujourd'hui. Elle n'a pas encore trouvé de équivalent, en tout cas numérique, ou en tout cas qui n'est pas encore fiable. Pas suffisamment fiable en tout cas pour l'utiliser, parce que sinon on l'utiliserait partout. Et donc tant qu'il existe encore ça, cette plus-value humaine-là, il n'y aura jamais de remplacement complet. On n'aura pas de remplacement complet. Merci. Par contre, effectivement, le professionnel évoluera et un professionnel qui ne se saisit pas du numérique va être un professionnel désuet, parce qu'il va perdre du temps sur des tâches qui sont aujourd'hui glanées par l'IA et utilisées par l'IA, et perd du temps à se spécialiser et ou à relationner humainement, qui est sa valeur ajoutée. Mais justement, pour ne pas être dépassé par ces nouvelles technologies, tu penses qu'il risque d'avoir un écart entre des juristes dépassés et des juristes augmentés par une nouvelle technologie, et qu'aujourd'hui, il est donc nécessaire pour les juristes et avocats et autres métiers du droit de s'approprier ces nouvelles technologies, où il est encore possible aujourd'hui de pouvoir exercer sans avoir à toucher à l'intelligence artificielle notamment? De mon point de vue, hormis si vous êtes un professionnel qui est très reconnu. Donc vous avez, je sais pas, 50 ans, je dis un exemple bateau, 50 ans de carrière, vous êtes très bon dans votre discipline, vous êtes un gros nom du droit, etc. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'entrer sur le marché du travail sans connaître un minimum les outils de l'IA. Aujourd'hui, en entreprise, certaines tâches sont déléguées à l'IA. Qu'est-ce qu'on fait, même en tant que juriste et en tant que jeune professionnel de droit? Il y a des cabinets d'avocats qui utilisent des IA. Beaucoup de cabinets d'avocats.
qu'est-ce qu'on fait si on ne connaît pas les IA, si on ne sait pas prompter? Enfin voilà, on perd du temps, c'est impossible. Et pendant ce temps, les autres gagnent du temps en faisant d'autres choses. Et c'est du temps perdu pour vous, pour faire des choses qui sont surtout des fois plus intéressantes Mhm. que remplir le nom et les prénoms sur une fiche contrat qui pourrait être fait en 2 secondes, juste une vérification, ça serait suffisant. Voilà, au lieu de relationner. Donc pour moi, il n'est plus possible de rentrer sur le marché sans connaître un minimum l'IA. Ça ne veut pas dire être bon sur tout, ça veut dire au moins de connaître et de savoir utiliser un minimum les LLM, les large langage modèles. Pour les professionnels qui sont déjà connus, qui ont un très gros cabinet ou une très grosse place sur le marché, il est peut-être possible pour eux encore aujourd'hui de ne pas, et encore difficilement, parce que aujourd'hui, même les professionnels de droit sont victimes, par exemple, d'usurpation d'identité en ligne, sont victimes d'intelligence artificielle qui sont passées pour leurs clients, ou dans leur comptabilité, qui vont aller toquer chez les RH qui, côté paye, pour faire semblant que c'est eux, en faisant du deepfake, etc. Enfin voilà, si on ne connaît pas ça, qu'est-ce qu'on fait face à ces outils-là? On n'a pas du tout de moyens. Mm. En fait, ne pas connaître, mais c'est comme dans tout. Si on n'a pas l'information et si on ne connaît pas l'information, on ne peut pas agir. Effectivement, une fois qu'on a l'information, on peut décider d'écarter quand ça nous semble le plus propice, le plus intelligent, le plus efficace. Mais ne pas connaître l'outil, Ouais, c'est particulier. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ce partage. À la suite de ton master à Nanterre, tu décides de faire une école de commerce, HEC Paris. Avant de nous parler de ton expérience là-bas, est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience de candidature? Parce que c'est un processus de sélection qui est assez exigeant. Quel conseil tu donnerais à toute personne intéressée par une école de commerce, et notamment HEC, pour mettre toutes les chances de leur côté pour espérer rejoindre une école comme HEC Paris? Alors, pour espérer rejoindre HEC Paris, déjà, la première question, c'est à quel niveau d'études vous rejoignez HEC Paris? Donc, les conditions de candidature sont différentes. Moi, j'ai fait un MS, Droit et Management International. Le DMI n'est pas un MS qui demande de passer des concours, par exemple. Voilà. Donc, l'accessibilité est différente, le levier d'accessibilité est différent. Ensuite, pour moi, il faut comprendre la raison pour laquelle on choisit de faire une école de commerce. Est-ce que c'est purement et simplement pour le réseau? Est-ce que c'est pour la qualité du cours qui sera donné? On parle et on retrouve notamment au sein du DMI des cours qu'on n'a pas souvent, on retrouve pas souvent à la fac, du restructuring par exemple. Tu pourras en citer d'autres, toi aussi personnellement. Finance, comptabilité, Oui, bon, alors marketing. finance et comptabilité, c'est vrai que c'est des matières qu'on peut retrouver à la fac plus simplement, mais du restructuring, des matières en M&A ou autres très spécialisées. M&A, oui, pas restructuring, si on a quand même, en droit des affaires. Hmm. C'est vrai que tu as fait du droit du numérique, pardon. C'est vrai que C'est je ne connais pas du tout. Excuse-moi, oui, en droit des affaires, on fait du restructuring, mais effectivement, M&A, c'est plus rare, oui, Ouais, par exemple. voilà. Mm. Donc il y a des matières qu'on retrouve, par exemple, au sein de ce MS-là qui sont très intéressants. Bon, faut savoir que moi, j'ai pas choisi des matières. Non. Petit Ah oui, c'est aparté. vrai. Moi, j'ai pas du tout choisi des matières en droit des affaires. Voilà, je n'ai rien contre les affairistes. Elle a boycotté droit des affaires. Je n'ai pas boycotté droit des affaires, j'ai choisi d'autres matières. Il y avait un tronc commun où il y avait déjà des matières en droit des affaires. Je trouvais que c'était bien suffisant. De M&A, on faisait partie en plus. Donc, on a fait du Heureusement. M&A. Heureusement qu'on t'a imposé ça. Et donc, la question, c'est aussi quelle matière est-ce qu'on veut retrouver? Est-ce que c'est intéressant? Aussi, la question du projet professionnel. Le DMI n'est pas fait pour tous les profils. Voilà, c'est assumé. Je pense qu'il faut se poser la question, ne pas hésiter à aller faire les webinars, etc. Donc, bien connaître l'endroit où on va mettre les pieds, hein, dans quelle formation. Il y a des webinars gratuits dans le cas du MSDMI, mais c'est le cas aussi d'autres MSC aussi, et d'autres masters au sein d'HEC, où il y a des webinars, etc., qui sont gratuits. Il suffit juste de s'inscrire aux bonnes dates, etc., pour connaître l'endroit où est-ce qu'on a envie d'aller. Et après, sur le processus de sélection, il faut répondre aux attendus qui sont sur la plaquette qui est proposée
enfin qui est de proposer sur la page d'HEC, mais aussi avoir posé les questions au sein du webinar. Pourquoi pas avoir déjà rencontré les professeurs au détour de salons et autres, des portes ouvertes peut-être, le webinar aussi. Voilà, il y a différents endroits pour se rapprocher des professionnels qu'on va rencontrer, euh, pour connaître les professeurs qu'on va avoir et le domaine qu'on vise, et donc adapter sa présentation de CV et lettres de motivation à ce panel-là. Il y a Mm. aussi des prérequis qui sont obligatoires. Il me semble que le TOEFL ou le TOEIC... C'est TOEFL, TOEIC ou l'IELTS. Ah Ah, oui, ok, c'est je croyais qu'il y avait les trois Cambridge. normalement. Oui, ok. Et ah, si, Cambridge aussi, c'est Je crois qu'il y a le autorisé, je Cambridge, crois. oui. Oui. Qui sont à faire, par exemple. Donc ça, quand on candidate, il faut savoir avoir déjà passé ce diplôme-là. Donc le passer durant l'année juste avant, enfin, ou les 6 mois avant qu'on candidate. Il faut se poser la question à quel moment on candidate. HEC aussi, c'est une école qui, en tout cas pour le MS de DMI, où c'est pas en alternance. Donc la question se pose aussi du financement de ces études Mhm. et quelles sont nos voies de financement. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de questions qu'il faut se poser en amont sur son profil, sur ce qu'on l'on vise a posteriori. Pour moi, des études ne sont pas une finalité en soi. Donc la question à se poser, c'est est-ce que ces études vont me permettre d'aller plus rapidement ou d'aller plus proche de l'objectif que je me vise? Oui, non. Moi, on m'avait évoqué le fait que c'était important, comme je ne souhaitais pas passer le CRFPA, pour le plafond de verre qu'on retrouve parfois lorsqu'on commence en tant que juriste, d'intégrer plutôt une école de commerce. C'était pour ça que je l'avais intégré Mhm. et je suis d'accord avec ça. Je pense que ça m'a ouvert des portes aussi. Mhm. Donc voilà, je pense qu'il y a... Je dirais, pour bien préparer son profil, se poser les questions et surtout réseauter, c'est absolument essentiel. En droit, on est des études qui fonctionnent par cooptation beaucoup et par réseautage. Si vous n'avez pas de réseau du tout, vous savez pas où vous mettez les pieds, vous partez avec un bagage en moins. C'est certain. Et peut-être que les professeurs sont moins accessibles que certains autres, mais la réalité, c'est que beaucoup d'étudiants sont sur LinkedIn. Le MSDMI est sur LinkedIn. Les étudiants ont un profil qui est proposé toutes les semaines, toutes les 2 semaines sur la page du DMI. On peut contacter ces profils-là et ces étudiants-là sur LinkedIn, leur poser des questions, voir un petit peu ce qu'ils ont fait sur leur parcours parce que généralement ils le mettent sur LinkedIn. Enfin voilà, toutes ces questions-là, c'est important de les avoir faites. C'est souvent beaucoup d'efforts et beaucoup de temps aussi. Mhm. Mais il faut savoir que certains le prendront. Donc voilà. Tu, tu as parlé du fait que HEC, c'était aussi un moyen de pouvoir briser un certain plafond de verre, notamment quand on veut être juriste. Mm. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un Master 2 simple à la fac de droit n'est plus forcément suffisant pour pouvoir viser les meilleures directions juridiques? Ou est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une double formation, droit école de commerce ou droit LLM, ou c'est toujours possible d'intégrer assez aisément des directions juridiques ou des cabinets d'avocats avec un Master 2 classique, dans ton cas par exemple en droit du numérique? Alors, je pense qu'il ne faut pas faire de généralité parce qu'en fait, ça dépend beaucoup des disciplines. Ça dépend des masters que vous avez fait, de la réputation du professeur, du directeur du master que l'on fait. Et ça dépend aussi du marché dans lequel on arrive. Donc, ma réponse n'est pas bonne pour dans 6 mois, ça se trouve. Mhm. C'est vrai, le marché change beaucoup, évolue beaucoup. On est dans un marché qui est compliqué. Aujourd'hui, on est à la course à la surdiplomation. Les gens sont surdiplômés. On fait un LLM à l'étranger. On passait le barreau new-yorkais. On passait le barreau français. On passait machin. Et la question, c'est face à qui vous entrez en compétition lorsque vous faites des entretiens. À la question de est-ce qu'un Master 2 est suffisant pour entrer dans le milieu professionnel? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir forcément une double formation, un diplôme, ou avoir un examen en plus comme le CRFA, ou un diplôme en plus, que sais-je? Mhm. La réponse, c'est non, c'est pas une obligation. Par contre, est-ce que ça vous jouera positivement, ça jouera positivement dans votre dossier? La réponse, c'est oui. Parce que, effectivement, si on fait une généralité, hein, dans nombreux postes, les personnes qui postulent avec vous, en même temps que vous, sur le même poste, sont des personnes qui ont
un LLM, qui ont peut-être le CRFPA, qui ont peut-être un autre DU, peut-être ont fait une partie de leurs études à l'étranger. Et donc, si on regarde en compétition, si on rentre en compétition avec ces gens-là, effectivement, les personnes qui ont plus d'expérience professionnelle et ou plus d'expérience académique, voire même les deux, effectivement, seront davantage mis en avant dans le processus de recrutement que des personnes qui ne les ont pas. Dans mon cas, mon parcours en M2 était en alternance. À la fin de mon alternance, et ça a été le cas d'autres étudiants de ma promotion, il y a eu une proposition de CDI. Ok. Donc, la question, est-ce qu'il y a besoin nécessairement? Pas Non. nécessairement, ouais. Mais ça dépend de la direction que vous intégrez, de l'entreprise, des besoins pour l'entreprise, de comment vous avez travaillé, si vous avez fait effectivement une alternance ou un long stage, dans quel domaine, parce qu'en cabinet d'avocat, le recrutement, ça se passe pas du tout pareil que si vous êtes en entreprise. Voilà, il y a pas mal de choses qui jouent, et notamment des enjeux financiers internes à la boîte et des enjeux politiques liés à la boîte, des enjeux liés à l'équipe que vous avez intégrée. Parce que ça, c'est peut-être très très bien passé, mais vous n'entendiez pas avec une partie de votre... Enfin, un des N+1. Le problème, c'est que c'est ce N+1 qui gère le recrutement ou qui pose les annonces de recrutement. Et donc, si vous n'êtes pas bien entendu avec lui politiquement, mais de toute manière, ça ne va pas se passer. Bon, voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Je Donc, pense que le diplôme seul n'est pas le seul paramètre n'est pas le seul paramètre envisagé. envisager si on pense pouvoir intégrer ou pas une direction juridique. Exactement. Et il y a aussi des masters où il y a un besoin de recrutement. Où actuellement, sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'offres. Et donc, peut-être qu'un master 2 pourrait être suffisant. Je pense notamment de moins en moins le numérique. L'année dernière et l'année d'avant, c'était le cas. Le RGPD, c'est 2016, application 2018. Donc maintenant, les gens qui sont rentrés en junior, il y a de moins en moins de places en junior, par exemple, en droit du numérique. Mais je pense à la compliance, par exemple, qui est un domaine où il y a encore beaucoup de besoins. Sapin 2, etc., pareil. 2017, il me semble. Enfin voilà, mais il y a encore beaucoup de besoins, beaucoup d'offres et il y a beaucoup de recrutement parce que c'est des domaines très spécifiques, par exemple en bancaire, et donc où il y a beaucoup de besoins et où les gens évoluent vite et des fois où on est très spécialisé, donc peut-être qu'il y a plus de roulement ou d'évolution, je sais pas, de postes. Il faut se poser la question du marché lorsqu'on se pose la question de la licence 3, du marché qui est actuel, mais aussi des perspectives futures en lien avec la logistique. Donc se poser la question des questions européennes qui vont ressurgir dans les prochaines années. De se poser la question du marché, comment est-ce que les étudiants actuels ont été intégrés sur le marché de l'emploi, est-ce qu'ils ont eu des difficultés ou pas, les offres qu'il existe ou pas, et voilà, je pense que c'est important. Ok, très bien, voilà, très complet. Merci beaucoup pour la réponse. On va parler maintenant de tes activités extra-académiques. Mais quelle activité extra-académique, Géomène 6. Pourquoi tu as décidé de te lancer sur les réseaux pour partager la vulgarisation juridique? Comment t'es venue l'idée de lancer ce projet-là? Pourquoi? Et quelles compétences aussi ça t'a permis d'écrire, de lancer ce type de projet-là? Donc moi, j'ai décidé de lancer Geomantis Media initialement quand j'ai refait ma première année de droit. J'ai remarqué que beaucoup d'étudiants avaient... Moi, j'avais des problèmes méthodologiques, mais beaucoup d'étudiants avaient des problèmes de compréhension de cours. Ils n'avaient pas accès à certains cours ou bonne compréhension du cours. Et je voulais les transmettre le plus possible. Quand j'ai validé après mon année de droit, je suis passée sur Instagram parce que j'ai eu beaucoup d'étudiants qui venaient en déstress en me disant nous aussi on a refait notre première année de droit, on a vu que tu en avais parlé sur les réseaux sociaux et notamment sur ta chaîne. Est-ce que tu as des astuces? Comment tu penses le valoriser? Comment tu as trouvé tes stages? Et après, avec le Covid, je suis passée sur TikTok, je voulais faire un peu plus d'actualité. Mon objectif, j'ai toujours adoré le cinéma et l'audiovisuel. Initialement, mon double attrait, mon second attrait aussi, et pourquoi j'ai ouvert ma chaîne, c'est parce que je voulais intégrer un master en droit du cinéma et de l'audiovisuel. En France, il n'y en avait que 3 à l'époque. Et dans une des prérogatives du master, il y avait écrit « L'étudiant devra justifier d'un intérêt particulier et prononcé pour le cinéma et l'audiovisuel. Je ne suis pas cinéphile. Comment est-ce que je pourrais prouver à un directeur de master que je suis intéressée par le cinéma et l'audiovisuel? Pourquoi pas produire le contenu ?»
Et produire quoi comme contenu? Il faudrait que je puisse le montrer au directeur de master. Donc, je vais faire ce que je fais 35 heures par semaine, du droit. C'était facile. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Et après, ça a évolué, notamment sur TikTok. Ça a bien pris. À l'époque, il n'y avait personne qui faisait du droit sur TikTok. Tout le monde trouvait ça débile. À l'époque, on m'avait dit, mais pourquoi tu es sur TikTok? C'est pour les gens qui veulent danser. Ouais, c'était ça au départ. Et tout le monde me disait, non, mais c'est que pour les jeunes, etc. Mais moi, ils étaient jeunes comme moi, les gens qui étaient sur TikTok. Et moi, c'est eux que je visais. Mon audimat, c'était justement des justiciables à qui on pense pas beaucoup et qui allaient devenir des futurs professionnels et qui allaient devenir un réseau intéressant et qui avaient besoin de connaître leurs droits. C'était des jeunes comme moi. Et ça a bien fonctionné. Les mots simples pour des thématiques compliquées. Je pense qu'il y a plein de moments où j'ai sûrement fait des erreurs dans mes transmissions, etc. Mais j'apprenais T'apprends comme... toi aussi. J'apprenais moi aussi et j'ai fait au mieux pour transmettre cette discipline qui est vraiment complexe sur des sujets des fois très politisés, qui étaient compliqués. Mais c'était nécessaire pour moi d'en parler parce que pour moi, c'était inconcevable qu'il y ait encore des gens en France qui ne savent pas lire le droit, qui n'arrivent pas à comprendre des choses qui les concernent tous les jours. Et en France, on ne peut pas se prévaloir de notre non-connaissance du droit. On ne peut pas dire oui, mais moi je ne connaissais pas le droit comme excuse. Tout le monde, personne n'est censé ignorer la loi. Mais en fait, elle n'est pas du tout accessible sur certains pans. Aujourd'hui, de plus en plus, avec les fiches, notamment du service public et autres. Mais c'est quand même encore complexe, donc je voulais pouvoir transmettre ça. Et puis j'adore filmer, j'adore des sujets. Moi, c'est une passion. Ouais, Maintenant. j'adore. Oui. J'adore beaucoup. Oui. J'adore beaucoup. J'adore beaucoup. Et comment tu gères cette frontière entre, et cette limite surtout, de la vulgarisation du droit, le partage d'informations et le conseil juridique? Parce qu'il peut y avoir énormément de personnes qui puissent penser que tu es capable de donner des conseils, alors que c'est quelque chose qui est le domaine de l'avocat et qui est illégal. Et comment tu fais pour gérer cette situation-là? Est-ce que tu n'es pas à la limite de cette frontière-là ou pas du tout? Tu es plutôt assez confortable avec cette position-là? Alors, je pense que la notion de confortable, c'est pas le terme adéquat. Parce que la notion de conseil est complexe en tant que telle, même pour les avocats et même dans le règlement intérieur des avocats, etc. Le conseil, de manière générale, et même sur les réseaux sociaux, on voit des juristes, des fois la frontière est c'est très limite. Hein. Très limite pour certains qui font à la limite du conseil juridique personnalisé pour certains. Donc, moi, ma règle, déjà, c'était de ne jamais rentrer dans le... Pour pouvoir répondre à cette question. Oui. Ne jamais répondre à une question personnalisée. D'accord. Donc, le domaine... La question, c'est le conseil juridique personnalisé qui est interdit. Okay. Là, je suis infopreneuse. Je transmets de l'information générale à destination générale. Je ne m'occupe pas des cas personnels. Lorsqu'une personne me parle de son cas personnel, me pose une question sur son cas personnel, je ne réponds pas. Je la redirige. Après... Si la question, c'est purement de la transmission de l'information générale avec un lien, un article, et ou rediriger les gens vers de l'information générale, sans un règlement d'un litige, d'un contentieux ou d'une situation personnelle, je peux répondre. Il me suffit juste de rediriger, parce que tout le monde est capable de lire, ou de vulgariser avec des mots simples une lecture d'un article dont je mets la source. Et donc ça, j'ai le droit de le faire. C'est pas du conseil juridique personnalisé, parce que c'est pas personnalisé. Et donc, ça, je peux le faire. Effectivement, la ligne est fine, la question se pose. Moi, ma réponse à ça, c'est que je ne prends pas de DM. J'ai pas ouvert mes DM sur TikTok. Et quand on me pose une question sur Instagram, parce que mes DM sont ouverts sur Instagram par contre, et qu'il ne s'agit pas d'un conseil ou d'une question liée à ses études, genre quelle matière je devrais choisir ou comment est-ce que tu as fait telle étude, qui c'est vraiment sur une question personnelle, je redirige. D'accord. Voilà, vers des solutions gratuites en premier, des solutions payantes en deuxième s'il y a besoin. Donc juste des noms d'avocats, hein, je transmets des plateformes aussi où il y a un annuaire d'avocats. Et puis, si je sens que le besoin, c'est de discuter, c'est pas une question de conseil juridique personnalisé, ma porte est toujours ouverte. Je laisse toujours mes DM ouverts. J'ai eu des cas très compliqués dans mes DM. Personne qui avait été victime de choses ou qui avait fait des choses graves. Moi, j'ai une obligation de signalement si
j'ai l'impression que la personne est en danger et ou me confie un danger. Je suis pas tenue à la confidentialité, je suis pas une avocate. Oui. Et surtout, j'ai une obligation évidemment de porter secours. Donc si je suis témoin ou qu'on me met dans la confidence d'un aveu de quoi que ce soit, je suis obligée d'en parler. Mais par contre, si la question c'est je me sens mal à ça, je suis dans un cas où j'ai été victime, où j'ai été accusée de... je me sens mal par rapport à cette situation, est-ce qu'il y a un professionnel que tu pourrais me conseiller autre, je réponds volontiers. Ah, c'est possible, oui. Parce que c'est une question d'écoute et c'est pas une question de est-ce que je vais vous donner une solution juridique à un problème donné. Ok, très bien, assez clair. Voilà, donc IFA ne fait pas de conseil juridique. Ça ne sert à rien de lui demander. Elle ne répondra pas. Je répondrai, mais je répondrai pas à un conseil juridique personnel. Je répondrai hello, merci beaucoup pour ta confiance et je redirigerai. Mais c'est vrai que certaines personnes cherchent aussi à être dirigées quelque part. Oui. Parce que le droit, des fois, on ne sait pas du tout se diriger. On ne sait même pas si la question, c'est pour un contentieux en droit pénal. Droit pénal de quoi? Est-ce que c'est du droit des affaires? Je suis en train de construire mon entreprise. Est-ce que je dois avoir quelqu'un en droit du travail? Enfin, des fois, je comprends même pas dans quel domaine je suis. Oui. Voilà. Et il y a aussi, pour certaines personnes, je sais et je le sens, une question de... Et on parlait tout à l'heure de l'IA, comment les gens utilisent l'IA. Oui. Une non-confiance dans l'IA, évidente, hein, je comprends tout à fait. Mais certains me posent des questions de recherche pure et dure qui pourraient être glanées par de l'IA. J'invite quand même si la réponse n'est pas forcément concluante, à commencer par faire ses recherches personnelles sur sa question personnelle, notamment en passant, pourquoi pas, par des IA, et après, de demander de l'information à des professionnels. Et je dis pas que c'est vrai, je dis pas qu'il faut se suffire de la réponse d'une IA ou de sa recherche personnelle, je dis juste qu'il faut partir avec déjà un bagage pour chercher à vérifier le oui et le non, parce que la question de la recherche en tant que telle, au-delà du temps que ça prend en professionnel, qui pourrait vous être facturé pour les professionnels qui font la recherche pour vous, genre les avocats, eh ben, il y a aussi une question de... Il y a des questions générales qui pourraient être pré-répondues, presque, sans passer par un professionnel et sans attendre une réponse, genre pendant 2 semaines dans les DM d'un professionnel qui a sûrement des cas urgents à gérer. C'est pas mon cas, je peux répondre même si je mets 3-4 jours quand même à répondre, parce que c'est pas mon travail et ça sera pas mon travail, les réseaux sociaux. Voilà, c'est pour te donner une petite transition. D'accord. mais voilà, je pense qu'il y a certaines recherches générales qui peuvent être faites et il faut pas avoir la flemme de faire la recherche en se disant le professionnel hashtag Google c'est un professionnel de droit donc il va pouvoir répondre gratuitement à mon problème. Sûr. Donc aussi l'avantage de l'IA c'est que ça permet aussi de donner de bonnes bases d'informations. Ça ne remplacera pas du tout le métier d'un avocat, mais ça peut déjà tout simplement nous aiguiller, diriger vers peut-être quelle spécialité on doit aller, quel type d'avocat, ça peut aussi même aider finalement l'avocat qui va nous accompagner, puisque on saura peut-être lui donner les différents éléments de réponse qui vont lui permettre de nous donner la meilleure solution juridique aussi. Tout à fait. Donc il faut voir ça aussi comme une collaboration finalement. Tout à fait. Il y a des IA qui sont très bonnes juridiquement et il y a des IA purement juridiques. Oui. Aussi. Maintenant, il y a des plateformes, sans les citer leur nom, qui proposent des IA juridiques sur leur site internet qui peuvent vous diriger vers un annuaire d'avocat, vous dire la spécialité, vous diriger vers l'article en question du code que vous chercheriez. Donc voilà, il faut aussi les saisir, il ne faut pas hésiter. Très bien. Voilà. Et dernière question rapidement. Est-ce que tu entends dans le futur faire de Geomancy ton activité principale ou tu préfères plutôt avoir une activité principale, ton métier ou ton futur métier de juriste d'entreprise? Je ne souhaite pas faire de Geomancy Media mon activité principale. D'accord. Pour me confier, pour vous donner du croustilles, j'adore le salariat. Okay. J'adore le salariat. Je mets un gros j'adore le salariat. Et je dirais même, je n'aime pas l'entrepreneuriat. Okay. J'adore les aspects, faire du réseau, créer du contenu, proposer, donner gratuitement, etc. Je n'aime pas vendre quoi que ce soit, chercher le client, l'insécurité, de devoir chercher un client. Oh là là, rien que d'entendre ça, mes oreilles bourdonnent vraiment.
il y a des gens qui sont très bons en entrepreneuriat, et qui aiment ça. J'adore entreprendre, donc créer des choses. Mais l'aspect insécurité autour de l'entrepreneuriat, être son propre patron, avoir ses propres horaires, machin et tout, je déteste. Je déteste. Donc, je vais toujours continuer mon activité Geomanis Media. J'adore ce que je fais avec les réseaux sociaux. J'adore les portes que ça m'a ouvertes. J'adore les gens que j'ai rencontrés. J'adore créer. J'adore construire. Et j'ai toujours plein d'idées, toujours plein d'envie de créer. Mais ça sera jamais, en tout cas, pour le moment, c'est pas dans ma vision. Peut-être que dans 5 ans, je changerai d'avis. Hein. Mais actuellement, c'est pas du tout dans ma vision d'en faire mon activité principale. Et surtout, j'adore le salariat. J'adore avoir des horaires, travailler en équipe. J'adore travailler avec des gens. Quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup seul, sauf si tu as une équipe autour de toi. Je suis averse au risque. Genre vraiment, je n'aime pas ça du tout. J'aime bien contrôler et savoir où je vais. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus sécurisant pour moi. En tout cas, le métier de salarié, en tout cas de juriste d'entreprise. Et j'adore le métier de juriste d'entreprise en droit du numérique. J'adore ça. Et la création de contenu, pour moi, c'est très différent. C'est aussi beaucoup de communication. Pour moi, c'est aussi un autre métier. Même si je fais la communication autour du juridique, c'est quand même de la communication. Et même si j'ai plein d'idées, ça restera toujours mon activité subsidiaire. Par contre, j'ai besoin de temps à consacrer dans ma semaine. Et je réserverai toujours un temps consacré dans ma semaine à cette activité-là que j'aime beaucoup et que je continue d'aimer beaucoup. Mais non, ça ne deviendra pas mon activité à temps plein. En tout cas, j'aurai jamais un rôle à temps plein dans cette entreprise-là, dans mon entreprise. C'est un discours assez intéressant puisqu'aujourd'hui, on est dans une société, enfin, un environnement où on ne voit que le négatif dans le salariat. On valorise aujourd'hui plutôt l'entrepreneuriat. On parle de salariat, on parle de métro, boulot, dodo. Mais moi, je peux vous vendre... Vraiment, vous vend le salariat, mais à 200%. Après, ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous bossez aussi. Ça dépend de l'entreprise, oui. Et j'ai la chance d'avoir des propositions dans des entreprises qui me permettent d'avoir une situation de salariat qui a beaucoup d'avantages. Avec du télétravail, avec un rythme qui est intéressant, avec une mutuelle, avec des primes d'intéressement, une participation, enfin voilà, un encadrement autour, une accessibilité au prêt qui est avantagée, enfin voilà, plein d'avantages et une structure autour de moi qui est hyper importante, hyper sécurisante, en tout cas en tant que junior. Je veux pas être avocate aussi pour ces raisons-là. Pour d'autres raisons, je veux pas être avocate. J'en ai tellement que je pourrais vous en citer. La liste serait longue, ça pourrait être une vidéo complète de pourquoi je veux pas être avocate. On fera un épisode 2. Un épisode 2. Mais c'est très sécurisant. Il y a beaucoup de sécurité autour du salariat aujourd'hui. À la question de où est-ce qu'on va être demain, si je vais être malade, etc. Demain, je suis malade, je me casse quoi que ce soit avec mon salariat, j'ai aucun problème. J'ai personne à aller chercher, j'ai pas de call, j'ai pas de machin, je dors. D'accord. Je continue de toucher ma paye pareil. Ma prime d'intéressement, elle est pareille. Mon loyer, il est payé. Mes factures aussi. Genre, et j'ai pas de questions. Oh, faut que je me force de rien du tout. Je suis malade. D'accord. Je suis en congé parce que je suis malade. Et même les gens avec qui tu travailles. L'avantage du numérique, c'est aussi on travaille avec plein d'acteurs différents. On a EPIT, on est amené à travailler avec des enjeux business très différents et tout. Et à un niveau aussi qui est très différent que l'entrepreneuriat. Je touche des personnes, enfin, je travaille avec des gens avec qui j'aurais jamais l'occasion de travailler si j'étais toute seule, parce que je peux pas glaner ce volume de travail-là en étant seule, en travaillant en équipe dans un grand groupe ou en travaillant dans un gros cabinet. Et ça, c'est vraiment un avantage. C'est trop intéressant. Alors, tous les jours, j'ai des nouveaux enjeux. Je travaille sur une nouvelle question. Mes journées, elles se ressemblent pas. Non, ça, c'est top. Si on peut trouver cette flexibilité-là, c'est top. Après, à nouveau, c'est en fonction de son propre et chacun, comment est-ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas les avantages et les inconvénients du salariat et de l'entrepreneuriat. Mais c'est très important de se poser la question de comment est-ce qu'on travaille, quelle sécurité on cherche, comment est-ce qu'on gère le travail avec les autres et qu'est-ce qu'on a besoin aussi. Il y a aussi des buts à court terme et à moyen terme. Moi, j'ai des objectifs à court terme et à moyen terme financiers. Je ne peux pas y répondre avec mon entrepreneuriat. C'est pas possible.
l'accessibilité à un patrimoine, etc. Enfin, il y a plein de choses auxquelles je peux pas y répondre. Donc, et avoir une possibilité d'avoir des horaires fixes. Mon travail enfin, je dis pas 17 heures parce que en tant que juriste, des fois on travaille un peu plus tard, mais même 18h30, 19h, à 19h, j'ai terminé mon travail, il est fini. Il est terminé. Je dors sur mes deux oreilles, je retourne chez moi. Mon travail, il est peut-être à 15 minutes, 20 minutes, allez. Et je retourne chez moi, je dors. Le bonheur, quelle grâce. Vive le Quelle grâce. Vive le salariat, alors. Vive le salariat, j'adore le salariat. Vraiment, Mais à nouveau, c'est à Après, chacun. c'est du cas par cas, hein, C'est comme au cas. d'habitude. Faut se Exactement. connaître soi-même, faut connaître son profil, faut connaître ses aspirations. Exactement. Et il y a des entre-deux aussi. Voilà. En cabinet d'avocat, on n'a pas un statut de salarié, donc on a les avantages de l'entrepreneuriat, avec les inconvénients de l'entrepreneuriat aussi, hein, et les désavantages de ne pas être salarié, mais on a aussi une flexibilité qui permet d'autres choses. Et je pense qu'il y a des métiers ou des profils qui répondent pour répondre à chacun de nos spécificités, de notre manière de travailler, etc. La question, c'est de ne pas le voir en binaire. Soit que salarié, soit que machin. Se poser la question de fond, ce qu'on a besoin, nous. Et actuellement, et pas dans 10 ans, genre dans 15 ans, je veux avoir tant sur mon compte en banque. Et du coup, pendant 15 ans, tu vas faire quoi? Travailler de 9h à 3h du matin, dans certaines spécialités du droit. Il y en a qui me parlent encore aujourd'hui, hein, de spécialité du droit. Je pense qu'ils n'ont pas vu à quoi ressemblent les stages. Hein. Et à quoi ressemble la tête des professionnels du métier qui visent. Hein. Vraiment, faites des stages. Faites des stages, parce qu'il y a des spécialités en droit, je ne vais pas les citer, hein, pour faire peur à personne. Il y a des spécialités en droit, les gens, ils veulent pas dormir. Ils voient les grosses têtes d'affiche, les grosses entreprises, les gros câbles ou les beaux titres et tout. Ils voient le package de salariat financier. Ils se disent, ouais, alors ça, en tant qu'indépendant, ouais. Ma rétro, elle va être de temps. Tous les mois, tous les ans, je vais payer ça. Ah ouais, mais mec, tu dors pas. Tu manges pas, tu dors pas, tu rien. Ah oui, il y a une balance, bah oui. C'est ça que tu veux, mais si tu veux bien. Une contrepartie. Si t'es ok avec ça, c'est cool. Mais, ouais, mais okay. Voilà. Bah, merci beaucoup, Ifa. C'était très complet. Finir là-dessus, c'était très intéressant. Merci pour ton partage, merci pour ton témoignage. C'est vraiment très riche. J'espère que ça aidera un maximum de personnes, mais je ne me fais pas doute du tout pour cela. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent la retrouver, voilà, vous la retrouvez sur TikTok, Instagram, Geoman6 Média, c'est ça? Geoman6 Média. Voilà, sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn aussi, avec mon vrai prénom, okay. Ifa. Ifa, voilà. Et donc, pour toutes les personnes qui ont apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner aussi. Et pour ceux qui souhaitent aller même plus loin, n'hésitez pas à prendre un appel. Il y a un lien qui se trouve dans la description. Si vous avez des problématiques ou besoin d'aide par rapport à vos études, donc n'hésitez pas. Avec plaisir, on essaiera de vous aider. À très bientôt.